say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin, nous recevons l'humoriste Laurent Chandemerle. 30 ans de carrière et de nombreux talents. Le chant, l'imitation, les sketchs évidemment, mais aussi un jeu d'acteur, vous allez le voir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cette carrière, vous avez eu à cœur de la mener particulièrement en Bretagne. Une vie riche de rencontres artistiques. Gérald Le Guillou, magicien, vous avez connu Laurent à ses tout débuts. Jacques Le Souder, vous êtes journaliste et vous êtes aussi son parolier. Et enfin, Philippe Soyer, metteur en scène de votre dernier spectacle, 30 ans de scène. Bienvenue à tous. Alors, Laurent Chandemerle, 30 ans d'une vie passée sous les planches. Est-ce que le jeune garçon aux cheveux frisés que l'on va voir dans un instant aurait pu imaginer un tel parcours ? Non, je ne pense pas. Quand on commence, on fait ça avec passion et puis la scène prend le dessus. On voit qu'on commence à faire rire les gens de la famille. Ah oui, à l'époque, j'avais des cheveux, ça Ouais, c'est sûr. sacrée perruque, hein. Presque, on dirait. Ah oui, c'est vrai que là, bon, je sais pas, à un moment donné, on me les a piqués sûrement. Mais, voilà, on commence à faire rire plutôt les gens de la famille, le grand-père, je suis issu d'une famille de 6 enfants, je suis le dernier, donc c'est celui qu'on met en bout de table et voilà, justement, à côté du grand-père où on commence à faire rire. Ça, c'est une première imitation que je faisais à l'âge de 4-5 ans, là, et je fais Chabandelmas à l'époque. Et vous avez toujours aimé ça ? Ah oui, toujours. J'ai toujours été attiré en fait par la scène, la musique. J'ai des cousins qui jouaient de la batterie, qui faisaient des balles. Et je passais mon temps à les regarder comme ça. J'étais dans le bas de la scène et eux, ils jouaient là-haut. Et puis je me disais, oh, qu'est-ce que je rêverais de faire ça aussi, de chanter. Et l'humour, c'est quelque chose qui se transmet dans la famille ? Vos parents adorent faire rire ou Mon grand-père. Ouais, surtout votre grand-père. Oui, qui organisait beaucoup de fêtes 1900 à l'époque à Saint-Brandant. Il était maréchal ferrant et voilà, il organisait des journées festives comme ça. Donc je tiens ça de lui, hein, forcément. Hein. Et puis en famille, bon, j'ai une sœur qui chante aussi, les autres qui dansent, donc tout va bien. Alors votre premier spectacle, si je puis dire, vous l'avez fait avec Gérald Le Guillou, ici présent. Comment on se lance dans une telle entreprise, Gérald ? Avant tout, on était 2 copains et comme nos parents s'entendaient très bien, on mangeait souvent ensemble le dimanche midi, dimanche soir, et après le spectacle, on faisait notre spectacle. Après le dîner, on faisait notre spectacle, et Laurent faisait ses imitations et moi mes petits tours de magie. D'ailleurs, vous nous aviez envoyé une petite photo que l'on va voir dans quelques instants. Vous vous souvenez de ce premier spectacle, Laurent ? Alors le premier spectacle, c'était Claude Andrieux à grâce à ton Beaufeuillage, père. années 90. Ah oui, quand même. Et Alors, voilà. C'est extraordinaire. Vous vous souvenez de cette photo ? Ah oui, t'as Autre une belle coupe de cheveux, quand même, Laurent. Ouais, Là, Vous avez évolué. c'est marrant, tu ressembles à ton caniche maintenant, tu vois. Effectivement, je ne sais pas pourquoi j'étais coiffé comme ça, mais bon, toi, tu avais plus de cheveux que moi, Oui, c'est j'avais vrai. plus de cheveux, c'est vrai. Il y a Mais un c'est truc. notre premier spectacle ensemble, c'est mon père qui l'avait organisé à Saint-Brieuc, à Beaufeuillage. Exact. Ah, dis donc. Et déjà, à l'époque, vous aviez chacun votre spécialité, vous la magie et vous un peu la comédie, voilà. l'humour. C'est-à-dire que le temps que Gérald se prépare pour le tour d'après, moi je faisais quelques imitations, quelques chansons. Ça lui permettait de se préparer. Et puis petit à petit, on faisait avec ma sœur Nelly des tours de chant aussi. Et Gérald arrivait ensuite en magicien. Donc c'était les tout débuts. On a commencé dans la cave chez ma sœur aussi. Et petit à petit, on s'est mis à faire des spectacles. Et chacun est parti à un moment de son côté. Et puis, Alors si on revient juste après le collège, finalement, c'est dans le milieu équin que vous allez vous épanouir. Rien à voir. Oui, alors cette passion du cheval me vient aussi du grand-père, le père Beauchat de Saint-Brandant. Et donc j'ai commencé à monter, moi, au centre équestre de Saint-Kiouette. Puis après, je suis devenu jockey d'obstacles. Là, c'est à Corlay, par exemple. Là, on voit la photo. Donc, j'ai fait 2 ans à peu près de course. Et puis, comme je tombais assez souvent, je me suis dit, on va quitter la selle pour la scène. Voilà. Hein. Et donc, du coup, je me suis trouvé un petit boulot tranquille la semaine pour pouvoir faire des spectacles le week-end. Bon, ce qui ne m'a pas empêché de monter de temps en temps, mais plutôt en balade après pour... Petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Voilà. On va aller retrouver Evan, direction Belle-Île-en-Terre. Vous avez souhaité mettre en lumière ce matin une association dont vous êtes le parrain, la Pierre et le Bigot, qui milite dans la lutte contre la mycoviscidose.
On va regarder ça. Et oui, cette association, Laurent, vous la connaissez bien. Je suis à Calac, dans les futurs locaux de l'association Pierre Le Bigot Mucoviscidose que vous avez créé. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici et puis de nous faire découvrir votre quotidien. Alors pour les personnes qui nous regardent, votre association, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien et toute l'année et depuis sa création en 92? En fait, nos objectifs, ils sont multiples, mais l'objectif majeur reste de collecter des fonds pour soutenir la recherche sur la mucoviscidose. Donc vous organisez différents événements sportifs, à Calac et à Belle-Île-en-Terre principalement. Voilà, exactement. Donc la rando-muco a lieu tous les ans, le dernier dimanche d'avril à Belle-Île-en-Terre. On vous a mis des affiches ici. Voilà. Et la PLB Muco, donc, qui est une épreuve cyclosportive cyclotouriste, a lieu tous les ans maintenant depuis quelques années, le dernier samedi du mois de juin, ici à Calac. Alors si vous avez créé cette association, c'est parce qu'elle vous touche de près. Elle est liée à votre histoire personnelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, bien sûr. Donc en fait, nous avons connu la mucoviscidose en 1980. Notre fils Alexandre est né en janvier 1981 et 6 mois plus tard, on a découvert qu'il avait une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, dont on ignorait évidemment tout. Oui, à l'époque, on n'en parlait pas. Jusqu'au nom que l'on ne connaissait même pas. Et donc il a fallu quelques années, évidemment, pour digérer le quotidien compliqué qu'entraîne cette maladie, avec des soins quotidiens, des prises de médicaments, et puis une espèce de couperet qui est en permanence au-dessus de la tête à la fois des patients et des parents. Et vous avez tenu à informer les gens sur cette maladie? C'est ce qui vous a poussé à créer l'association? Disons que nous n'avons jamais caché le fait que notre fils était atteint de mucoviscidose, donc on a commencé évidemment à en parler autour de nous, mais ça restait sur un cercle assez restreint. Et puis en 1989, au moment de la découverte du gène responsable de la mucoviscidose, ici et là on a commencé à orienter des événements pour collecter des fonds. Et à l'époque, il se trouve que j'étais au sein du comité des fêtes responsable du circuit cycliste professionnel de Calac, le Critérium de Calac. Et donc ça a été ma première action en fait, c'était tout simple, c'était de prélever à l'époque 1 franc par entrée du Critérium pour apporter notre pierre à l'édifice. Et vous avez réussi à fédérer des personnes autour de vous dans l'association notamment qui ne sont pas forcément touchées de près par la mucoviscidose mais qui souhaitent soutenir oui, en fait, cause. Ces premières actions qui ont été relativement simples à monter, on les a poursuivies en 1991 notamment grâce au journal Le Télégramme qui a initié pendant 3 mois une vaste opération de communication sur le mot mucoviscidose et sur les effets de la maladie. Et à cette occasion, nous avons créé ici à Calac ce qu'on avait appelé le relais de l'espoir, qui était un relais entre un coureur cycliste et un coureur à pied. Et nous avons donc, c'est la première action que l'on a montée. Avec Pierre Le Bigot. Avec Pierre Le Bigot, que j'avais connu grâce au Critérium et à qui j'avais demandé de venir participer. Donc et qui a donné son nom à l'association. On n'a déjà plus le temps, on va continuer à en reparler de toute façon tout au long de l'émission. Pierre Le Bigot donc, a donné son nom à l'association. Et puis ça marche puisque vous avez récolté plus de 11 millions d'euros depuis 20 ans, 30 ans. 30 ans. Donc c'est vraiment un chouette succès. On en parlera, on va se diriger sur le plan d'eau, là où est organisée chaque année la course de vélo. Donc on en reparle tout à l'heure. Merci beaucoup Evan. À tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans que vous êtes parrain de la PLB. Quel a été le point de départ de votre engagement, Laurent? Bon, en fait, moi, je suis un passionné de vélo et avec quelques amis, on s'est toujours dit on va se préparer pour le mois de juin pour faire la PLB. À l'époque, bon, forcément, j'étais un peu moins mis en lumière. Donc, mais j'y allais par passion du vélo et puis aussi pour apporter notre contribution, pour apporter notre souffle pour l'espoir. Et par la suite, quand Daniel Bercotte m'a demandé justement de devenir le parrain, forcément, je n'ai pas refusé. On a organisé quelques spectacles pour apporter quelques fonds aussi pour l'association. Mais c'est énorme ce qu'ils font parce que c'est vrai qu'on peut aider, on ne peut que les aider parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent à longueur d'année pour récolter tout cet argent. Et forcément, je suis allé de temps en temps voir comment ils fonctionnent pour préparer justement le grand parcours. J'ai rencontré des familles qui ont
malheureusement perdu un enfant et qui sont mobilisés aussi contre la mucoviscidose. Pour l'amoureux du cyclisme que vous êtes, ce sont des courses qui sont différentes, quoi, qui portent. Alors ça, c'est vraiment la randonnée à faire. Ouais, d'accord. Il y a plus de 7000 participants au départ. Dans chaque village, dans toute la Bretagne, voilà, c'est animé, c'est joyeux. On se croirait sur le Tour de France. On roule tranquille, mais voilà, c'est vraiment Pour quelque une belle chose. cause. Voilà. Et puis le circuit est pratiquement fermé. Il faut faire quand même attention, mais c'est vraiment un événement exceptionnel pour le Centre Bretagne. Et cette passion du cyclisme, d'ailleurs, vous la partagez dans votre boîte de copains, j'ai Oui, c'est l'impression. vrai. Ouais. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus, puisque moi j'ai un beau-frère qui faisait le Tour de France à l'époque, dans les années 70-80. Et forcément, le père de Gérald était ami avec Popov. Et Popov s'est marié avec ma sœur. Donc forcément, voilà. La boucle est bouclée. Alors nous, on connaît moins le Laurent Chandemerle, cycliste, mais on vous connaît pour vos talents d'imitateur. On a ressorti un petit bout d'archive, regardez. Voilà. Je suis un mercenaire de la voix, je l'avoue. Oh, pour un bisou dans le cou, je vous imiterai Garou. Oh, bien assis dans ton siège, les oreilles attentives. Vous aimez les années 80 ? Eh ben les années 80, on peut se rapprocher du jukebox. Les années 80, c'était ça. Femmes des années 80, des femmes jusqu'au bout des seins, ayant retenu l'amalgame qui va du grand sourire aux larmes. Cassez l'arbre. Cassez l'arbre. Salut les filles, salut. Salut Morgane. Cassez l'arbre, je t'adore. Cassez l'arbre pour assumer à toucher le ciel et pour danser en mer. Et pour monter de plus en plus haut. And it keeps on as it's gone. In your little corner of the world, you can run around the globe and never found no one else to know. Vous voyez rire. Vous riez beaucoup de Oui, parce que vous-même. je me rappelle plus du coup de Gilbert. Je rate la scène. Mais la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se décide à imiter quelqu'un? Ça arrive comment, ça? Ça arrive tout petit. À l'époque de mon grand-père, là, voilà, on commence à imiter, on voit que ça intéresse les gens. Donc j'imite d'abord les gens de la famille, et puis D'accord. ah oui, d'accord. Et petit à petit, ah bah dedans, qui a piqué mon vélo, ça c'est Bourville. C'est mon premier spectacle, ça. D'accord. On va y venir. C'est où là? C'est à Plaintel, ça. D'accord. En 89. C'est ça, donc ce 7 oui. octobre 1989. Donc c'est votre premier grand spectacle en tant qu'adulte. Exact. Et dans l'histoire, Jacques Le Souder. Effectivement, c'est le 7 octobre 1989, donc une histoire vieille de plus de 30 ans. Merci. Vous jouez à domicile, donc? Voilà, j'ai connu Laurent, nous sommes voisins, donc j'ai connu Laurent, il était encore pas tout à fait le chérubin qu'on a vu en début d'émission, Ouais. mais il était encore à cheval. Ouais. Et la nouvelle se répandait de plus en plus dans Plaintel, la nouvelle selon laquelle ça devenait sérieux. Il avait une belle palette de voix. Ouais. Et donc, on a décidé. Moi, il se trouve qu'à l'époque, j'étais président du club à Plaintel, le club de foot. Ouais. Et on a fait un radio-crochet, puis un spectacle tout public le 7 octobre. Et voilà, c'était parti. C'est vrai que Jacques Le Souder, il vous a toujours suivi dans quasiment toutes vos aventures. Alors, il faut que je l'imite. Alors, c'est vrai que Jacques a toujours été là pour m'aider. C'est vrai, Jacques a toujours été là. Les premiers textes qu'il m'a envoyés, à chaque fois, il y avait un petit truc qui se passait. Je lui dis, tiens, j'ai écrit une petite musique. Et Jacques me dit, bon, moi, je t'ai fait un texte. Et quand je mettais le texte sur la musique, je dis, waouh. Il y avait vraiment une cohésion. Je reprends ma voix quand même. Ouais. Et donc voilà, ces mots m'ont mis en valeur sans problème. Vous travaillez ensemble depuis toutes ces années. Comment ça marche, ce duo? Différemment. Ce qui est assez exceptionnel et étonnant, c'est que quelquefois, on a la même idée pour rebondir sur un sujet d'actualité. D'accord. Il a une idée de parodie, et j'ai la même idée. On partage la même idée. Et je lui dis, tiens, j'ai pensé à ça. Elle me dit, moi aussi, ou inversement. Tiens, j'ai pensé à ça. Ben, tiens, j'ai écrit des paroles ce midi. Mais chacun dans son versant. C'est pas Vous, grave. la comédie, puis vous, l'actualité en tant que journaliste. Voilà. Ouais, d'accord. Alors c'est vrai que ce monde du spectacle, il fait un peu rêver. Mais pour avoir accompagné une multitude d'artistes, Philippe Sohier, c'est pas si facile de faire rire les gens, en fait. Alors,
Non, non, c'est pas facile. Déjà, il faut être super sincère. Ouais. Faut avoir du cœur, faut avoir du recul. Mm. Et puis, il faut savoir écouter. Mm. C'est mon boulot de les pousser, de trouver leur axe d'humour et puis de voir là où ils sont drôles, là où ils sont touchants. Et c'est quoi le talent finalement de Laurent Chandemerle? Son talent, c'est qu'il a du cœur, il écoute. Et je trouve qu'il est, qu'il a beaucoup de recul par rapport à ce métier. C'est pas un acteur chiant. Est-ce que c'est plus difficile de faire rire par les temps qui courent? Parce que les gens sont un peu déprimés en ce moment. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Ouais. Parce qu'en ce moment, on sent que les gens sont un peu divisés. Alors, il y a pour les vaccins, contre les vaccins. Et voilà, il faut savoir faire rire, mais jusqu'à une certaine limite. Il ne faut pas que ça devienne agressif, quoi. Il faut que tout le monde se reconnaisse dans l'humour, sans que ça... Bon, c'est toujours bien de déranger un peu, mais il y a une certaine limite maintenant à ne pas dépasser. Alors vous avez suivi un autre type de carrière, la magie. Quel regard vous portez sur l'ascension de votre ami? Moi, je suis fier, Ouais. parce qu'on a commencé ensemble, et comme disait Laurent tout à l'heure, chacun a pris son chemin. Ouais. À l'âge de 15 ans, on faisait nos petits spectacles, et d'un coup, il est monté à Paris, et puis ça a été la révélation. Donc la première émission, c'était avec Patrick Sabatier, c'est ça, hein? Sébastien. Patrick Sabatier, tu l'as fait? Ah non, ça c'était les 40 ans de Patrick Sabatier à Paris, mais c'était pas une émission de télé. D'accord. Bon, c'était ses 40 ans à lui. Maintenant, il en a combien? 84. Il a fait bien sûr l'émission. Les Il a années fait bonheur les années bonheur. Moi, Ouais. j'ai fait le plus grand cabaret du monde. Donc chacun avait sa voix, en fait. On a trouvé notre voix nous-mêmes. Mais ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est que vous vous aidez chacun, en fait. Oui. C'est ça qui est assez touchant aussi dans votre amitié. C'est sûr que là, dans le nouveau spectacle, j'ai quelques petits effets qu'on peut dire un peu de magie. Ouais. Donc je suis allé forcément vers Gérald pour lui demander conseil. Et puis, et en retour, moi je suis plutôt technicien, son, j'aime bien faire des montages. Et quand Gérald a besoin forcément d'un numéro bien spécial, enfin d'une musique bien... Voilà, je lui fais sa musique. Et... C'est vrai que Laurent est très fort pour les accords de musique. Donc quelquefois, je rajoute un numéro dans mon spectacle. Donc je dis à Laurent, est-ce que tu peux trouver une musique qui va aller et puis, ça se fait en 10 minutes, hein, il est très fort. Donc, là-dessus, on est tous les deux, on s'aide mutuellement, c'est vrai. Il y a un peu de Jacques aussi, on ne le dit pas assez, mais Jacques, il écrit les spectacles aussi. Ah bah oui, forcément. Oui, j'ai toujours dit que c'est un bonheur d'écrire pour Laurent parce qu'il magnifie vraiment les paroles. Je le dis sans aucune flagornerie. Il magnifie les textes et il donne du relief, de la couleur, de l'éclat. L'avantage aussi de Jacques, c'est qu'il est journaliste de métier, donc forcément, quand on veut faire une parodie sur l'actualité bretonne, qu'on fait régulièrement le samedi matin sur France Bleu Brésil, donc il arrive à trouver les mots il a cette rigueur peut-être aussi qui vont faire rire, la petite parodie qui va faire décrocher le rire. Pour compléter quand même, c'est vrai, on parlait de rire, mais ce dont est capable Laurent aussi, c'est de dégager une émotion assez étonnante aussi, beaucoup d'émotions. Il peut faire rire et pleurer. On peut le dire, vous êtes complémentaires. Alors on va poursuivre la discussion dans quelques instants. On va retourner direction Belle-Île-en-Terre, retrouver Evan. Oui, toujours à Calac, où l'association que vous avez créée, Daniel, organise chaque année des événements en faveur de la mucoviscidose, notamment la PLB Muco, qui passe ici. Expliquez-nous ce qu'on peut faire quand on assiste à cette course. Enfin, l'événement lui-même concerne essentiellement les cyclistes, les cyclotouristes, mais aussi depuis quelques années une partie pédestre. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'orientation des circuits pédestres, évidemment, vient vers ce magnifique plan d'eau. Donc on s'inscrit à l'avance, on réserve sa place. Évidemment, le coût d'inscription participe à financer la recherche pour la mucoviscidose. Oui, complètement, parce que nous avons la chance d'avoir un nombre de partenaires suffisant et fidèles pour nous permettre de faire face à nos frais d'organisation, ce qui fait que toutes les participations, que ce soit vélo ou pédestre, sont considérées comme entièrement du bénéfice et donc dédiées à 100% pour la lutte contre la mucoviscidose. Et il y a beaucoup de participants qui viennent chaque année? Donc sur une année normale, on a entre 7000 et 7500 cyclistes
et environ 1000 marcheurs. Donc ça doit être plus que la population de Callac. Ah oui, complètement, parce que la population de Callac aujourd'hui elle tourne aux alentours des 2200-2300 habitants. Et donc forcément, oui, on multiplie par 5 ou 6 la population locale. Et oui, ça participe aussi à la vie économique du territoire, puisque entre les deux manifestations, nous générons environ 1 million d'euros, un peu plus même, de retombées économiques sur le territoire. Et alors, si on l'a fait en vélo, il faut s'attendre à faire combien de kilomètres à peu près? Alors à vélo, donc, on propose 4 circuits pour que tout un chacun puisse participer à son niveau. Donc on a un 25 km qui s'adresse à un circuit familial, donc, qui est fait justement pour que les enfants aussi puissent participer. Et ensuite 60, 100 et 130, 150 km pour les plus aguerris. Et au niveau de la rando? Et au niveau de la rando, donc on est sur 3 circuits. Un circuit basique 4 km autour du plan d'eau. Et puis après, on a des magnifiques circuits en campagne, donc avec quasiment 0 mètre de goudron, donc sur 7 et 12 km. Et puis j'ai vu qu'il y avait une forêt domaniale ici, j'imagine que c'est un peu ce qu'on voit derrière nous. Et donc c'est quand même des beaux endroits qu'on traverse. Ah oui, on a la chance dans le centre-Bretagne ici d'avoir des circuits qui sont entretenus et qui sont vraiment bien exploités pour la randonnée pédestre, et qui permettent de découvrir un autre visage de notre territoire. Et alors, les fonds récoltés par ces événements que vous organisez, il y en a un deuxième à Belle-Île-en-Terre dont on parlera tout à l'heure, représente à peu près 30% des fonds en faveur de la recherche pour la mucoviscidose à l'échelle de la France. C'est ça. C'est-à-dire que sur une année normale, en dehors des 2 dernières années compliquées que tout le monde vient de vivre, on collecte aux alentours des 600-650 000 euros, avec une répartition 80% recherche et 20% médicale. Et donc tous les ans, depuis quelques années, nous représentons entre 25 et 30% de la recherche nationale pour des projets validés par le Conseil scientifique de vaincre la mucoviscidose. Des projets dont vous nous reparlerez tout à l'heure parce qu'on n'a encore une fois plus le temps. Donc on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Merci beaucoup. Je le disais au début de l'émission, 30 ans de carrière pour vous. Oui. Comment on fait pour tenir sur une si longue durée ? Il faut se renouveler régulièrement, trouver des nouvelles voix, des nouveaux sketchs. Je peux essayer d'imiter Gérald aussi sur le plateau, si vous voulez. Vous voulez vous réinventer en magicien, c'est ça ? Je pourrais faire à la magie. Hein. On veut voir ça en direct attention, alors. Je prends un petit. Regardez, là c'est impressionnant. Hein. Voilà, hop, regardez bien, Jacques. Hein, regardez bien mes mains. Attention, 1, 2, 3, magie. Magie. C'est impressionnant. On peut mieux faire quand même, hein, parce que je ne veux pas faire celle-là. Pardon. Oui, super. Continue l'imitation. Ah oui. Gérald peut me faire quand même. Écoutez, je vais faire un petit truc. Hein, c'est vraiment en toute simplicité. Hein, on va faire comme ça. Ça. Voilà. D'accord. Super. Oui. Jolie colombe. Oui, mais là c'est le métier quoi. Parce que vous êtes maître en la matière, hein. C'est votre spécialité un petit peu. Effectivement, oui. C'est qu'elle est fourrée, la mienne. Moi. Je suis le maître en la matière sans prétention de ma part, mais c'est vrai que je fais apparaître des colombes, c'est ma spécialité. Parce que je posais la question à Laurent, mais Laurent, on va revenir à nos petits papiers. J'ai pas compris. C'est vrai que comment on fait pour tenir dans la longévité aujourd'hui ? Quelle est votre recette pour vous ? Moi, j'essaie de renouveler mon spectacle tous les 3-4 ans. Donc là, j'ai ce nouveau spectacle, hashtag 30 ans de scène, avec Philippe Soyer comme metteur en scène. Et donc, on est plus sur la modernité, un petit peu de l'imitation. Mais voilà, il faut se renouveler régulièrement, trouver des nouveaux personnages. Et puis, dès l'instant, on a toujours cette envie de faire rire. Et la fidélité du public, elle est capitale aussi pour tenir dans la... C'est le plus important. Moi, je reviens à ce que disait Laurent. Moi aussi, je suis un créateur de mes propres numéros. Tout ce que vous voyez là, c'est moi qui le fabrique, qui le crée. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres magiciens. Donc vous avez fait appel pour la première fois dans votre carrière à un metteur en scène, Philippe Soyer. Pourquoi ce changement de braquet ? Alors, c'est une histoire j'ai 2 très bons amis qui habitent en Belgique. Malheureusement, il y en a un qui est parti beaucoup trop tôt, qui est Eric Bonaventure. Ils avaient un café-théâtre en Belgique et il me disait à chaque fois, il faut que tu travailles avec... il parlait comme ça, il faut que tu travailles avec Philippe Soyer. Philippe Soyer, tu vois, c'est comme ça qu'il parle. Il faut que tu travailles avec lui, c'est un bon metteur en scène, ça te ferait du bien. Donc je me suis
toujours mis ça en tête. J'ai dit, un jour, il faut que je travaille avec Philippe Soyer. Ouais. Quand Patrick Sébastien a produit mon spectacle au gymnase, j'en ai profité pour l'appeler. Et c'est vrai que Philippe avait beaucoup de sollicitations au niveau de l'humour sur Paris. Et je me suis dit, mais de toute façon, ça se fera un jour. Et puis, ben voilà, sur ce spectacle-là, j'ai fait appel à C'est vrai qu'on Philippe. ne mesure pas trop ce que c'est qu'être metteur en scène. C'est quoi votre rôle, finalement, aux côtés de Laurent Chandemerle? Metteur en scène, c'est déjà respecter l'acteur, savoir ce qu'il veut, où il peut aller, trouver son axe d'interprétation, et puis sceller les effets comiques, avoir un petit regard sur l'écriture et l'âme du spectacle, et puis essayer de l'emmener jusqu'au bout, jusqu'au public. Et là, vous fêtiez quand même un anniversaire. Du coup, c'est plus compliqué ou pas? Oh non. Au contraire, de fêter non, cela? Nous, on a bossé, mais ça fait longtemps qu'on se connaissait, puis on a bossé, il a écouté tout de suite, j'ai dit ça, c'est de la merde, ça, c'est de la pas bon. Tout de suite, il a fait OK, pas de problème. Il y a des régisseurs qui disaient ouais, continue. J'ai fait non, ça, on l'enlève. Ah, non, c'est trop vieux, ça. Hop, là, hop. Et puis il a écouté, puis on s'est marré surtout. Ouais, oui, on a j'imagine. rigolé. Et on a rigolé. C'est un des seuls spectacles où je fais totalement confiance à l'acteur. Quand j'y vais, je me dis je vais voir un spectacle, je vais me marrer. Et ce que je disais tout à l'heure, ce qui compte, metteur en scène, c'est travailler avec des gens qui ont des qualités humaines et pas tout le temps travailler avec des gens qui, soi-disant, sont peut-être super célèbres, mais à moitié... C'est l'heure des noms Non, non. Bah non. Et justement, pour ces 30 ans de scène, vous avez choisi d'investir particulièrement les réseaux sociaux. Pourquoi, Laurent? Alors, justement, c'est un spectacle connecté et je me suis dit qu'à travers le monde connecté, on peut tout se permettre. C'est-à-dire qu'on peut faire des imitations connectées, donc je me transforme grâce à des applications qu'on a maintenant sur le téléphone. Je peux très bien transformer mon visage et devenir Madame de Fontenay en 2 secondes, ou Jean Lassalle. Donc là, on voit vraiment la tête de Jean Lassalle sur le grand écran. L'avantage aussi, c'est qu'on peut demander au public de nous envoyer des messages, nous poser des questions pendant le spectacle. Et sur le grand écran, on voit les questions qui arrivent sur Messenger. On peut très bien aussi appeler des gens connus pour les avoir en direct sur Skype. Donc pour le public, c'est un cadeau énorme de rencontrer des gens connus. On peut chanter, faire des duos aussi avec des personnalités. Et à la fin du spectacle, le résultat, c'est les gens se disent, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Donc voilà, quand on est connecté ou trop connecté... Vous semez le doute. Voilà, c'est là où je mets en garde aussi le public en disant, faites attention à ce qu'on vous dit, des fois aussi ça peut être faux. Et plus personnellement, quel regard vous portez sur votre carrière avec 30 ans de recul? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, en fait, en 30 ans? Sur moi, la rigueur, disons les choses répétées, quand on vient jouer, qu'on soit libéré de tout ce stress. Qu'est-ce que ça m'a appris? Enfin là, non, moi j'ai toujours eu cette joie de pouvoir apporter du bonheur et de faire rire les gens, c'est surtout ça, quoi. Et j'imagine qu'il y a aussi des anecdotes en 30 ans de scène, des choses Oui. qu'on n'oublie jamais. Je ne sais pas si je peux expliquer ce tour de magie un jour, Gérald. Tu peux. Allez, dites-nous tout. Alors, Maintenant que vous avez commencé, c'est trop tard maintenant. On avait 12-13 ans et Gérald fait une apparition de colombe comme ça. Et donc il colle une feuille de papier qui ressemblait à une colombe sur un bout enfin, c'était quoi, un intercalaire ou je sais pas quoi. Et il colle cette feuille, il l'ouvre et là la colombe elle fait pu. Elle était endormie. Oh non! Si. Elle était endormie. Ouais. Et les enfants, ils étaient là à regarder. Oh, c'est bizarre! C'est pas rigolo du tout, en fait. Mais c'est réveillé après, bien sûr. Et donc, c'était un peu comique, quoi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes aussi créé une famille artistique? Quand on voit Jacques Le Souder, Gérald Le Guillou, Philippe Soyer. On se voit régulièrement, déjà dans le travail, et puis dès qu'on a l'occasion de faire des fêtes entre nous, voilà, quoi. Je vais te poser une ambiance terrible. Une petite question à Jacques Le Souder. C'est quoi le plus gros défaut de Laurent quand vous travaillez avec lui? Question inattendue. Le plus gros défaut... Le plus grand, en tout cas. Il est têtu, mais ça peut être une qualité aussi. Ouais. Il est têtu. Ah oui, je suis têtu. Gérald?
Ouais, c'est une qualité. Ouais. C'est un perfectionniste, c'est important, je pense, d'être têtu parce que... Toi aussi, tu es perfectionniste. Hein, Ouais. Moi, je pense que dès l'instant où on fait du spectacle... J'arrête pas de répéter, il faut être perfectionniste. Je veux dire, dans le spectacle, il n'y a pas que le talent. Il y a aussi la prestance, le costume, les chaussures vernies, cirées. Tout ça, c'est important. Il n'y a pas que... Foutre la honte. Oui, c'est pas mal. Les miennes brillent plus un peu. Alors. Ah oui, là, ça va être le concours. Je pense que j'ai perdu. Je veux dire, il il n'y a pas que le talent, il y a aussi... Moi, je suis à fond sur mes costumes de scène. J'ai aussi eu des grands metteurs en scène. Un des metteurs en scène de David Copperfield, James Hodge, que je salue, qui n'est plus des nôtres. Mais il m'a appris tout le vrai métier, quoi. Être très propre devant son public, les chaussures, les vernières et tout. Et puis c'est le travail. Et ça, c'est le travail. Et ça fait aussi 35 ans de métier. Mais par contre, c'est très important de prendre le public au sérieux dès l'instant qu'il se déplace pour venir nous voir en spectacle. Donc ça, c'est important. C'est ce qui vous lie en tout cas tous les deux. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil direction Belle-Île en terre. Coup de projecteur ce matin sur ces cyclistes et randonneurs mobilisés contre la mucoviscidose. Tout à l'heure, on vous a parlé de la PLB Muco, cette course à faire en vélo ou alors à pied, qui du coup, c'est pas une course, une rando ici sur le bord du plan d'eau de Calac et puis tout autour aussi. Et on a oublié de dire la date. Oui, en fait, 2022 sera la 30e édition en date du samedi 25 juin. Bon, et les inscriptions sont ouvertes bientôt. Les inscriptions vont s'ouvrir à partir de quelques jours avant Noël, en espérant que ça va permettre déjà de commencer à engranger des inscriptions au plus vite. Et comme vous le disiez tout à l'heure, chaque inscription, c'est vraiment 100% injecté dans la recherche. Oui, complètement. Pour nous, une inscription, c'est un don. Et lequel don va à 100% pour la lutte contre la mucoviscidose, bien sûr. Alors, il y a un autre événement pour les personnes qui nous regardent qui est plutôt du côté de Belle-Île en terre, uniquement rando, la rando muco. La rando muco, donc c'est une journée nature en famille au profit de la lutte contre la mucoviscidose avec plein d'activités. Il y a de la randonnée pédestre, bien sûr, mais il y a aussi des trails sur plusieurs distances. Il y a du VTT avec une partie purement sportive et une partie plutôt randonnée. Il y a également des concerts, il y a de la rando-moto, enfin voilà, il y a... Beaucoup d'activités. Je pense que là, c'est vraiment la famille entière qui peut trouver à participer à nos actions. Et tous ces événements que l'association organise, ils comptent beaucoup aussi sur le bénévolat. Vous êtes vraiment soutenu à l'échelle du territoire ? Ah oui, complètement. On a la chance ici d'être sur un territoire où le mot solidarité et bénévole veut encore dire quelque chose. Et tous les ans, entre les deux manifestations, on a besoin d'environ 4000 bénévoles. Déjà, sur la PLB, entre la Calac et les communes traversées, on est aux alentours des 3000, 3500. Et sur la rando à Belle-Île en terre, c'est environ 700-800. Donc oui, c'est une vraie armée de bénévoles qu'on arrive à soulever tous les ans, mais sans trop de difficultés. Et on bénéficie, je le dis souvent, mais c'est un héritage de la ruralité, je crois, qui nous est bénéfique et dont on est fier. Et mine de rien, l'une de vos volontés premières quand vous avez créé l'association en 92, c'était bien évidemment de récolter de l'argent, mais c'était surtout d'informer sur ce qu'était la maladie. Oui. Et finalement, on peut dire que le pari est réussi quand vous voyez autant de gens qui viennent. Ah oui, complètement, parce qu'en 92, évidemment, le mot mucoviscidose déjà n'était quasiment pas connu du grand public. Aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui nous concerne ici, tout le monde connaît le mot, connaît ce que l'on fait, connaît aussi les effets de la maladie. Et donc, effectivement, et on est fiers aussi de voir que nos bénévoles, quelle que soit leur tâche en tant que bénévole, s'approprient le succès de nos opérations. Alors, 2 questions rapidement avant de conclure. La première, c'est tous ces fonds, ils portent déjà leurs fruits à l'heure qu'il est ? Oui, complètement, puisque on a la chance aujourd'hui d'avoir une recherche qui a avancé ces dernières années pour se rapprocher le plus possible du lit du malade, avec des thérapies qui sont à la fois novatrices et puis efficaces surtout. Et on n'aurait pas pu imaginer ça il y a 30 ans, évidemment, mais grâce aux efforts des uns et des autres, ici en France et dans le monde, on a aujourd'hui des espoirs qui se concrétisent. Bon, et puis vous avez un parrain de choc, Laurent, qui vous regarde. Est-ce qu'on peut dire que c'est un parrain engagé ? Ah oui, complètement. On est fiers d'avoir Laurent comme parrain d'honneur, au même titre que Dan Arbras. Ce sont des gens qui s'engagent autour de nous. Ils sont là quasiment tous les ans sur nos actions. Laurent, en plus, tâche de temps en temps, quand il peut, de caser une soirée à notre profit.
Donc c'est des parents engagés qui n'hésitent pas aussi à parler de nous à chaque fois qu'ils peuvent, et ça aussi c'est important. Bon bah bravo en tout cas à vous et à Laurent et à tous les bénévoles pour votre engagement, parce que c'est vraiment un bel exemple de solidarité. Enfante, prends ton vélo parce que ce soir on va s'entraîner et l'année prochaine on participe à la course et on fait 60 km, ça serait déjà pas mal. Bonne journée. C'est dommage, je suis Merci. déjà prise ce soir. Allez, à bientôt, Evan. Laurent Chandemerle, on a fouillé dans nos archives. On remonte à septembre 2014. Vous étiez interrogé par le quotidien Ouest France sur vos années parisiennes, en compagnie de Patrick Sébastien. On va le voir à l'image. Quel souvenir vous gardez de cette époque ? Oh, c'est un moment incroyable que Patrick m'ait demandé, comme ça, du jour au lendemain, de venir faire quelques imitations dans son émission. Du jour au lendemain, comme ça, il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard ? Je pense que si je peux faire une salle parisienne un jour, je pars du principe où il ne faut pas avoir de regrets. Il me dit, moi, je te produis. Okay. Et comme ça, du jour au lendemain, il me dit, je te produis. Donc je suis allé à Paris, il m'a pris le théâtre du Gymnase, j'ai joué au départ, je devais faire 2 mois, après on a passé à 6. Voilà, on est passé à 6 mois, et puis, mais c'est un moment extraordinaire, quoi. Patrick Sébastien, c'est vraiment quelqu'un de parole, qui est généreux, et voilà, il m'a donné ma chance, et je trouve ça formidable. D'ailleurs, ce sont les rares fois où vous avez quitté la Bretagne, finalement. Oui, c'est vrai. Ça a été un vrai choix, ça, pour vous ? Oui, c'est vrai que je sais que il faut monter sur Paris pour pouvoir fonctionner. Parce que Gérald est parti vers l'international. Voilà, vous avez choisi de rester en Bretagne. Mais moi, je suis plutôt attaché à ma Bretagne. J'ai un petit peu de mal quand même, si j'ai pas mon petit air iodé, mes balades en VTT. Voilà, c'est sûr. Donc voilà, j'ai besoin de ça. Et puis, dès l'instant, c'est pour ça que j'ai dit à Marc-Antoine Lebray, qui est de Plaintel aussi, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, il ne faut pas que tu restes sur Plaintel si tu veux que ça fonctionne. Tu es jeune, c'est maintenant, il faut que tu ailles à Paris. Faut que tu... Et là, maintenant, forcément, il fait une carrière qui est assez sympathique. Puis quelque part, je me dis que je suis un peu malin, parce que je n'allais pas lui dire de rester en Bretagne, il m'aurait piqué mon boulot, ce fait. Et donc, vous le disiez, vous avez grandi à Plaintel. Oui. C'est un peu votre fief. C'est quoi les petits plaisirs quotidiens dans votre ville chérie ? Le premier plaisir, c'est la foire aux poulains le premier lundi d'octobre. C'est terrible. Oui, depuis tout petit, on n'a pas école. Le bourg est fermé. Et puis, dès l'instant où on rentre en 6e, là, on ne comprend pas qu'il y a école le premier lundi d'octobre. Donc ça, c'est la première fracture qui se fait avec les parents. Parce qu'on se dit, c'est pas normal. Puis c'est surtout la famille, quoi. C'est surtout pour ça aussi que je préserve ce côté familial qui est important. Pourquoi c'est si sympa, Plaintel, pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi ? Pardon ? Pourquoi c'est bien, Plaintel, d'y vivre ? Parce que c'est à la fois champêtre, rural, citadin, et c'est un melting pot de la vie, tout simplement. Laurent Chandemerle, je ne peux pas vous laisser partir sans une imitation, parce qu'il paraît, on ne l'a pas dit dans cette émission, mais vous avez à votre répertoire 135 voix, si je ne dis pas de bêtises. 1454. Parce que j'ai fait celle de Jacques en plus aujourd'hui. Mais quel est le breton finalement que vous imitez le plus ? Alors, le breton que j'imite le plus dans le spectacle, alors j'en ai 3 en fait. Allez. J'ai Jean Le Cam, vous voulez ? On l'a eu sur le plateau, vous pouvez quand même le faire. Regarde, attention, transformation. Voilà. Dans le cam, c'est sûr, moi je suis pas contre la technologie. Vous le faites vraiment bien. Mais par exemple, je vois Gérald, il a un pigeon, moi aussi. J'ai un pigeon voyageur pour envoyer mes messages. Quand t'es en pleine mer, ça met plus de temps, mais bon. Et puis c'est tout bénef, quand le pigeon est en fin de vie, tu le bouffes. Hein ? T'en demandais à Hugo Boss, toi, de bouffer un iPhone 13. Merci beaucoup. Le Chico qu'il a. Merci beaucoup. J'en ai un autre, Christian Troidec. On n'a plus le temps, je suis désolée. Merci beaucoup, Laurent Chandemerle, d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. Et surtout, on ne se moque pas de Jean Le Cam. C'est juste qu'il le fait super bien. Bonne journée. On va faire la petite photo de fin d'émission. Et une voix féminine, vous en faites ou pas quand même ? Des voix féminines, oui. Ouais. Une bretonne ? Dance for me, dance